Le Cameroun fera-t-il finalement sa révolution cette année? Si l'on en croit les images d'émeutes de cette semaine, le pays semble plus proche que jamais d'une rupture longtemps contenue. Voici les images de la ville de Garoua le 12 octobre. La colère populaire a éclaté. Voici les images qui nous viennent de la ville de Douala le 15 octobre où des citoyens se sont soulevés pour dénoncer des fraudes électorales. Et voici les images de la ville de Tchang où la tension est montée d'un cran, toujours à cause des soupçons de fraude électorale. Des images inquiétantes, symptomatiques d'un pays à bout de souffle. On y reviendra dans quelques minutes. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité camerounaise de la semaine. Nous parlerons des points forts du déroulement de l'élection présidentielle camerounaise. Ensuite, nous aborderons la revendication de la victoire du candidat Issa Chiroma Bakary. Et enfin, nous parlerons des émeutes liées aux soupçons de fraude électorale et de la menace de révolte qui plane sur le Cameroun. Restez jusqu'à la fin car nous évoquerons aussi d'autres actualités brûlantes qui méritent toute notre attention. Pour les nouveaux, je me présente. Je m'appelle Linda et La Republica est l'émission où chaque dimanche, je vous livre une analyse critique de l'actualité politique des républiques malades, ces pays où l'absurde est le quotidien, la démocratie une mise en scène et le mensonge la langue officielle. C'est parti pour le show. Voici quelques points forts de l'élection présidentielle que j'ai retenus. Cette élection présidentielle, comme la précédente, s'est passée sous haute tension, particulièrement dans la ville de Garoua, fief d'Issa Chiroma Bakary, le candidat de l'opposition le plus en vue de cette présidentielle. C'est dans cette ville que l'opposant a clos sa campagne électorale et qu'il a voté. Le pouvoir en place, craignant une fronde populaire, a déployé un dispositif militaire et policier pour quadriller la ville et empêcher que la région s'embrase. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder montre les tensions qui ont éclaté entre les partisans d'Issa Chiroma Bakary et les forces de sécurité camerounaises le 12 octobre. La raison des tensions, des gendarmes auraient tenté de demander à Issa Chiroma de descendre de son véhicule et il a refusé. La suite a ressemblé à ceci. Autre point fort de cette élection présidentielle, les bulletins de vote des candidats Akere Mouna et Ateki Kastom se sont retrouvés dans les bureaux de vote alors qu'ils avaient tous les deux retiré leur candidature pour s'allier au candidat Bello Bouba Maïgari. Écoutons Akere Mouna exprimer son désarroi. De tristesse, parce que je vois que nous n'avons plus un pays, nous n'avons plus d'institutions. J'ai retiré ma candidature il y a 10 jours, notifié et les CAM et le Conseil constitutionnel. Je vois mes bulletins dans la salle. Ça présage de mauvais jours. Les gens s'amusent avec la vérité de ce pays, à eux seuls d'assumer. Seulement que nous tous, nous allons écoper. Ça là, ça ne se fait nulle part. On ne peut obliger personne à être candidat. Et aucun texte qui vous l'oblige à l'être. On se rappelle d'Anta Gassagaï, qui se retirait la veille des élections. Ces bulletins n'étaient pas dans la salle. Mais là, 10 jours avant, notifié avoir d'huissier, je vois un bulletin. À quelle fin? Pour semer la confusion et la zizanie. Ceux qui pensent qu'ils vont gouverner un pays dans cet état se trompent, vraiment se trompent. Dernier point fort de cette élection présidentielle, et là, chers compatriotes, c'est du théâtre.
Hiram Iodi, le plus jeune candidat à la présidentielle, s'est tout simplement fait éjecter du parti politique qu'il avait investi. Oui, vous avez bien entendu. L'éviction a eu lieu le 13 octobre, soit un jour seulement après le scrutin présidentiel. Écoutons ensemble le président national du FDC, le parti politique qui avait porté la candidature d'Hiram Iodi, expliquer les raisons de cette rupture politique. En interne, nous avons estimé que le FDC n'était pas prêt pour investir un candidat en interne parce que nous sommes conscients des engagements liés à la participation à une élection présidentielle. Nous savons que être candidat à la présidentielle, ce n'est pas une question de voix bébé. Il faut une mobilisation exceptionnelle de ressources humaines, matérielles, financières, logistiques et tout ce qui va avec. Alors, nous avions aussi des critères. Et le premier critère pour nous, c'était d'investir un jeune, parce que notre parti se veut d'abord un parti de jeunes. Et les objectifs que nous avons à court et à long terme, c'est de mettre les jeunes au centre de la vie politique, au centre de la participation politique. Nous avions été sollicités par pas moins de 52 potentiels candidats qui nous ont fait des propositions alléchantes, mais on a préféré investir notre ex-candidat, M. Hiram Samuel Iodi, parce qu'il nous a fait comprendre qu'on pouvait organiser une très bonne campagne. Il nous a rassuré qu'il était en mesure d'avoir des fonds, de lever des fonds pour qu'on puisse faire une excellente campagne et avoir de très bons résultats. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il c'était un farceur, un menteur, qui nous a dit des choses qu'il n'était pas capable de faire. Et pire encore, il n'a pas malheureusement le respect de la parole donnée, parce qu'il y a des choses que nous ne voulons pas évoquer. Il y a eu un organigramme qu'il a mis à l'écart. Au lieu de fonctionner avec le parti qu'il a investi, il a passé le temps à fonctionner avec un autre parti politique. Il a jeté la confusion dans la tête des électeurs. Donc, toutes ces choses qu'il a eu à faire tendent à démontrer qu'il a saboté lui-même sa propre campagne. On s'est rendu compte qu'il était en mission pour venir détruire le parti, pour venir saboter le parti. Comment on peut avoir un candidat qui est le nôtre? Il nous exclut entièrement de la campagne. Vous avez des cadres à l'extrême nord, au nord. Votre candidat arrive, c'est plutôt des militants de notre parti politique qui organisent au lieu des militants de votre parti. Et ça a été un flop partout, parce qu'en conséquence, on s'est rendu compte que notre candidat, il a passé le temps à faire des balades électorales, de tourisme électoral, à visiter les tombeaux, comme si les tombeaux étaient des électeurs, à faire des photos avec beaucoup de filles qui n'ont même pas de carte d'électeur. Donc, c'est autant de choses qui nous ont un peu sidérés. Et au niveau interne, ça a étouffé. Il y a beaucoup de nos cadres qui ont même décidé de quitter le parti parce qu'ils ne comprenaient pas ce modèle de fonctionnement. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que, avant l'élection présidentielle, M. Hiram Samuel Iodi était un célèbre inconnu au Cameroun. Et beaucoup de gens nous ont reproché pourquoi vous avez décidé d'investir un inconnu. Personnellement, beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'ai pas été candidat moi-même. J'ai dit non, je ne suis pas de ceux qui pensent que si ce n'est pas moi, rien ne peut se faire. On peut laisser la place à quelqu'un d'autre. Et moi, j'avais estimé qu'en tant que personne, je n'étais pas prêt pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors, pourquoi son argumentaire ne tient pas? D'abord parce que nous avions l'investiture. Si nous voulions aller au RDPC, soutenir Paul Biya, on avait un élément de poids. Nous, on avait la marchandise. Et le RDPC nous a fait des avances, des promesses, des approches qu'on n'a pas acceptées. Alors, est-ce qu'on avait besoin d'un célèbre inconnu pour négocier avec le RDPC? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Ce dont les explications qu'on attend du candidat, c'est qu'ils nous disent comment il a réussi l'exploit. Par exemple, dans son département d'origine, d'avoir 78 voix. C'est qu'ils nous disent comment il a réussi l'exploit de ne pas pouvoir faire un meeting, un seul où on a pu voir 50 personnes. C'est qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, les fonds qu'il a reçus du MINAC, les 15 millions qu'il a allé décharger, qu'est-ce qu'il en a fait? La politique au Cameroun, c'est décidément du théâtre. Et dans cette pièce tragico-comique, chacun semble jouer son rôle à la perfection.
Ce qui est encore plus amusant, c'est que lors d'une conférence de presse tenue le 13 octobre, Denis Emilien Atangana, le président national du FDC, a félicité Paul Biya pour sa victoire. Oui, vous avez bien entendu. Moins de 24 heures après le scrutin présidentiel, un opposant félicite déjà le président sortant. Non seulement il lâche le candidat qu'il a lui-même investi à la présidentielle, mais en plus il félicite le président sortant pour sa soi-disant victoire. Voilà un parfait exemple de ce que j'appelle une opposition de décoration. Des touristes politiques dont le rôle principal est de diluer les voix de la véritable opposition. Mais bon, lisons maintenant la réaction du candidat Hiram Iyodi après cette rupture avec le FDC. Je prends acte de la conférence de presse tenue ce jour par la direction du Front des démocrates camerounais, FDC, annonçant unilatéralement la fin de notre collaboration politique. Je déplore profondément les méthodes, le ton et les termes indignes employés au lendemain d'un scrutin historique, sans consultation ni respect des engagements et du travail accompli ensemble. Une telle démarche confirme une fois de plus le désaccord et la furie du président du FDC qui, depuis plusieurs semaines, exerce une pression exacerbée pour pousser le candidat à se rallier au régime. Ce à quoi nous avons opposé un refus ferme. Je tiens à rappeler que ma candidature à l'élection présidentielle de 2025, bien que portée initialement par le FDC, s'inscrit depuis plusieurs mois dans une dynamique plus large, celle d'un projet patriotique et populaire, bâti aux côtés de citoyens engagés, de mouvements indépendants, de leaders communautaires et d'alliés politiques sincères. Je tiens à saluer particulièrement le travail abattu par les équipes du MP3 et du MDP qui n'ont ménagé aucun effort, faisant fi de nombreux obstacles ils ont eu à braver lors de cette collaboration avec le FDC. Et le candidat Hiram Iyodi continue plus loin. Il dit « Je confirme solennellement que nous ne constatons et ne soutenons pas la victoire du régime au pouvoir. Les travaux au sein des commissions départementales ont débuté aujourd'hui et les premières tendances annoncent un moment historique pour notre pays. Nos équipes poursuivent sereinement la compilation des votes et nous nous rangerons assurément du côté de la volonté du peuple camerounais. » Je ne peux que souhaiter à Hiram Iyodi bon vent. Et s'il décide de se représenter lors de la prochaine présidentielle, qu'il le fasse sous la bannière de son propre parti ou d'un parti avec lequel il partage véritablement la même idéologie, histoire d'éviter ce genre de déconvenus. Et puisque nous parlons de déconvenus, il est temps d'évoquer un autre cas intéressant, Issa Chiroma Bakary. Le 13 octobre 2025, Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC, a revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre. Mais pour éviter toute forme de déconvenue, il a choisi de ne pas présenter de recours devant le Conseil constitutionnel. Et il a bien raison. Regardons d'abord la vidéo où il annonce sa victoire. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes
les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Au Cameroun, il faut généralement attendre 15 jours après le scrutin pour connaître les résultats officiels. Alors, sur quoi Issa Chiroma se base-t-il pour revendiquer sa victoire? Regardez. Qu'est-ce qui permet, d'après vous aujourd'hui, à Issa Chiroma Bakary de revendiquer cette victoire sans qu'aucune information n'ait filtré, à ce que l'on sache? Alors, le ministre Chiroma se base, dit-il, sur un certain nombre de procès-verbaux sortis des urnes qu'il a pu obtenir à la suite de l'élection de dimanche dernier. Et donc, c'est sur la base de ces procès-verbaux en sa possession qu'il a pu annoncer qu'il est vainqueur de cette élection et appeler Paul Biya à le féliciter. En gros, Issa Chiroma se base sur une simple projection mathématique. Au Cameroun, il y a plus de 30 000 bureaux de vote. Il dit avoir à sa possession les procès-verbaux de bureaux de vote venant de régions ayant un fort électorat. Et selon ces procès-verbaux, il serait le vainqueur, car d'après lui, l'écart est trop grand pour qu'il puisse être rattrapé ou dépassé par le candidat qui le suit dans les tendances. Après l'autoproclamation de la victoire d'Issa Chiroma, la réaction du gouvernement camerounais et du parti au pouvoir, le RDPC, ne s'est pas fait attendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famine Ndongo, également secrétaire national à la communication du RDPC, a publié un communiqué officiel. Élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Avec fermeté, le RDPC dénonce les chiffres préfabriqués par un candidat en violation du code électoral. Un cabinet occulte ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel. C'est un grotesque canular. S'arrogeant illégalement les prérogatives du Conseil constitutionnel, un candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est ubuesquement autoproclamé élu chef de l'État, avec des chiffres préfabriqués par un cabinet occulte. C'est une farce grotesque, un canular ignominieux, une forfaiture inadmissible dans un État de droit. Viol massif des consciences. Le RDPC avait eu connaissance de ce stratagème farcesque, faux
faux résultats et viol massif des consciences par anticipation, c'est-à-dire avant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel sans attendre le déroulement normal et régulier du processus qui est actuellement en cours. Il en avait prévenu l'opinion nationale et internationale dès le 11 octobre 2025. Avec fermeté, il dit non à cette vaste escroquerie politique, cyniquement diffusée en mondovision et relayée par quelques médias internationaux à la notoriété établie. Ces médias n'ont pas pris la peine de procéder à une opération journalistique élémentaire et incontournable, la critique des sources. Provocation. Le RDPC ne cédera ni à la provocation, ni au piège, ni aux grivoiseries de celui qui ourdit cette vaste escroquerie politique à des fins inavouées. Le RDPC est un parti responsable et légaliste. Il attend sereinement les résultats officiels qui seront proclamés selon les normes républicaines. Et le communiqué continue, je ne vais pas tout lire. Dans la même veine, Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, a lui aussi pondu un communiqué pour mettre en garde Issa Chiroma Bakary. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas laissé 24 heures s'écouler pour réagir à la déclaration de Issa Chiroma Bakary qui s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle 2025. Dans un ton ferme et agressif qu'on lui connaît, Paul Atangandji a traité l'attitude de Issa Chiroma Bakary d'imposture et d'irresponsable en arguant que le candidat du FFNC a enfreint les textes juridiques qui encadrent le processus électoral. Or, le ministre de l'administration territoriale ne convoque pas les dites dispositions et serait par conséquent dans le déni. Ça, c'est son interprétation et ça n'engage que lui. Il n'a pas cité le texte qui prévoit qu'il doit parler. Deuxièmement, quand il cite un texte qui interdit quelque chose, il doit nous dire quelle est la sanction que le même texte prévoit en cas de violation. Je n'ai pas entendu. Donc, le bavardage qu'il fait là, ça ne sert à rien. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Maître Christian Timbane Bomo souligne aussi qu'aucune loi n'interdit à un candidat de se déclarer vainqueur à une présidentielle et de renchérir que ce type de déclaration n'est faite qu'à des fins politiques. Dès lors, les menaces proférées par Atangandji ne sauraient inquiéter les destinataires. Que monsieur le candidat a le droit, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui étaient peut-être dans les bureaux de vote, de dire les tendances, ce qu'ils ont constaté, et de partager ça avec le public. Pour le moment, je ne vois pas en quoi le ministre peut bondir de son bureau pour tenir ce genre de propos de menace. Ça ne va pas faire taire qui que ce soit. Et monsieur le ministre ne pourra rien faire. Conclusion, d'après les propos de plusieurs professionnels du droit comme Maître Alice Com et Maître Timban, aucune loi camerounaise n'interdit à un candidat de s'autoproclamer vainqueur d'une élection présidentielle. Mais fidèle à son style habituel, Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, n'a pas pu s'empêcher de réagir avec ses menaces et des avertissements. Après tout, c'est lui le shérif national. Ce ne sont pas mes mots, c'est lui-même qui s'est attribué ce titre. Le ministre de l'administration territoriale, c'est le shérif du gouvernement, c'est le shérif du président de la République. Et le shérif, son travail, c'est de maintenir l'ordre. Ce qui a attiré mon attention dans le communiqué de Paul Atangandji, c'est qu'il a mentionné la présence d'observateurs nationaux et internationaux lors du scrutin présidentiel. Il a affirmé que plus de 5000 observateurs nationaux et internationaux étaient présents pour superviser le déroulement de l'élection présidentielle. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si, comme en 2018, nous aurons encore droit à des faux observateurs internationaux. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cette histoire ou qui ne la connaissent pas, en 2018, 7 personnes se présentant comme des observateurs de Transparency International avaient tenu des propos très élogieux sur le déroulement de la présidentielle de 2018. Mais l'organisation non gouvernementale Transparency International avait rapidement démenti ces propos, affirmant n'avoir jamais envoyé d'observateurs au Cameroun.
Et à l'époque, Paul Atangandji, le shérif national, avait été accusé par plusieurs membres de la société civile d'avoir fait venir ces faux observateurs internationaux pour légitimer le scrutin et soigner l'image du régime. Selon Paul Atangandji, pour l'élection du 12 octobre 2025, les 5000 observateurs nationaux et internationaux déployés dans les 10 régions du Cameroun auraient affirmé que le scrutin s'est déroulé sans incident majeur sur l'ensemble du territoire national. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, ces observateurs souffrent-ils de cécité? Comment ont-ils pu ne pas voir les nombreux cas de fraude et d'irrégularité signalés un peu partout dans le pays? Un peu comme ceci. Scandale au bureau de vote FMG. Le chef nous cherche pour s'acheter depuis la journée. Voilà ce qui s'est passé. Nombre de votants 169. Nombre de bulletins 292. Un bol de 167. Bourra de rune des urnes 167. Voilà le. Là, voilà le présentant de l'État. Voilà le présentant de l'État. Ils ont passé la journée à brûler les urnes à bâtir. La population les a bloqués dans la salle. Vous venez de voir là un cas de fraude dans un bureau de vote situé dans la ville de Batié où l'urne a été bourrée en faveur du candidat Paul Biya. Dans la prochaine vidéo, vous verrez un homme en train d'être bousculé par la population. La scène se déroule dans la ville de Douala, dans le quartier d'Okpassi 3. Le fraudeur était en fuite avec l'urne, mais il a fini par être rattrapé par la population. Sans l'intervention de la police, on aurait peut-être parlé du fraudeur au passé simple de l'indicatif. C'est qu'il y a une grande quantité de cartes qui ont été libérées. Voilà pourquoi je montais avec l'Union là-bas. Pour le toucher. Vous avez voté. Je ne vous ai montré que 2 vidéos, mais il en circule des dizaines d'autres sur les réseaux sociaux, toutes montrant de graves cas de fraude électorale. D'après l'article 132 du Code électoral, les candidats à l'élection présidentielle peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation totale ou partielle du scrutin s'ils constatent que le processus a été entaché d'irrégularité. Ils disposent de 72 heures après la clôture du scrutin pour déposer leur recours. Au total, 11 recours ont été déposés devant le Conseil constitutionnel. Le candidat Cabral Libi demandait une annulation partielle de l'élection présidentielle. Mais il aurait ensuite retiré son dossier. Je dis bien aurait au conditionnel parce que je n'ai pas encore certifié l'authenticité du document qui s'affiche à l'écran à l'instant. De son côté, la candidate Patricia Tomaino Dame-Joya a dénoncé dans son recours des fraudes massives, des dysfonctionnements graves et des restrictions de liberté individuelle le jour du vote. Le candidat Joshua lui aussi a introduit un recours pour dénoncer le déplacement illégal de certains bureaux de vote.
Dans un communiqué publié le 14 octobre, le candidat Joshua Ossi affirme vouloir soumettre toutes les irrégularités constatées au Conseil constitutionnel. Et il ajoute, tenez-vous bien, qu'il a confiance en cette haute institution pour examiner les faits avec rigueur, impartialité et indépendance selon les principes de la démocratie. Quand j'ai lu cela, mes yeux se sont écarquillés et je me suis dit, Joshua Ossi, sir, this must be a joke. C'est un grotesque canular, pour reprendre l'expression du professeur Jacques Famin Ndongo. Chers compatriotes, petite question pour vous. Avez-vous confiance en la rigueur, l'impartialité et l'indépendance du Conseil constitutionnel? Sur une échelle de 0 à 20, quelle note lui donneriez-vous? 0 sur 20, moins 1 sur 20 ou peut-être 20 sur 20. À vos claviers, je vous lis. Le Conseil constitutionnel a souvent été accusé d'être inféodé au régime de Paul Biya. Les membres de cette institution sont nommés par le président de la République, Paul Biya lui-même, et c'est encore Paul Biya qui décide de les reconduire ou non à la fin de leur mandat. Et pour couronner le tout, il y a des militants du RDPC parmi les membres du Conseil constitutionnel. Alors, Joshua Ossi aurait-il oublié tout cela? Ou n'a-t-il pas vu ceci? Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, avec votre permission. Oui, non, c'est une question incidente, ce n'est plus le débat. Les débats sont clos. C'est plus le débat, Monsieur le Président, c'est une question incidente. Les débats sont clos, on ne vous a plus donné la parole. C'est plus le débat, si vous permettez. On ne vous a plus donné la parole de toute façon. On va pas dormir ici. D'accord, c'est entendu, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas dire que le Conseil ne doit pas avoir peur. Et ces gens qui disent ça sont dans la salle avec une arme. C'est moi qui me sens en insécurité. Si vous pouvez vous présenter devant le Conseil, vous portez une arme. Vous portez bien une arme. Cet extrait que vous voyez à l'écran est tiré du contentieux préélectoral du 4 août 2025. Maurice Kamto avait saisi le Conseil constitutionnel pour contester le rejet de sa candidature à la présidentielle par le Conseil électoral. Une candidature pourtant légitime, preuve à l'appui. Malgré toutes les démonstrations de ses avocats, le Conseil constitutionnel a invalidé sa candidature. Le candidat Issa Chiroma, quant à lui, a décidé de ne pas déposer de recours devant le Conseil constitutionnel. Écoutons son avocat. Nous avons repassé en revue toutes les données juridiques, toutes les données factuelles, et nous avons jugé bon de n'exercer aucun recours. Le peu de PV qu'il y avait encore à compiler, faisant abstraction même du décompte de ce peu de PV, ça n'apporterait aucune influence aux résultats déjà connus. En clair, pour l'avocat au barreau du Cameroun, la position d'une victoire écrasante, pour reprendre les termes du candidat, reste maintenue. C'est inutile de fêter et en même temps de contester la joie. Nous le faisons, nous assumons, parce que nous savons que les données factuelles, en application des dispositions de l'article 113, nous sont très, très favorables. En réalité, ce n'est pas à nous, c'est le peuple qui a décidé. Cette semaine, Issa Chiroma Bakari a dénoncé les fraudes électorales qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire. Tout au long de sa campagne, je me souviens, Issa Chiroma pointait du doigt la partialité de l'ECAM, l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Durant sa campagne, il dénonçait également l'impartialité du Conseil constitutionnel qu'il accusait d'être inféodé au régime en place. Issa Chiroma sait. Il sait que s'il avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, ses chances d'obtenir justice auraient été minces. Parce qu'au Cameroun, tout semble déjà programmé. Le Conseil constitutionnel proclamera Paul Biya vainqueur, quelles que soient les preuves de fraude.
Pourtant, les tendances issues des urnes désignent Issa Chiroma comme le vainqueur de cette présidentielle. Alors, que va devenir le Cameroun? Cette semaine, des émeutes et des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Pourquoi? Parce que des jeunes sont descendus dans la rue pour dénoncer des présumées fraudes électorales. Des bâtiments et des véhicules ont été incendiés avant que les forces de sécurité ne reprennent le contrôle. Plusieurs manifestants ont été interpellés par les forces de sécurité. Le Cameroun est-il en train d'entrer dans une nouvelle ère d'instabilité? Si Paul Biya est déclaré vainqueur, la probabilité qu'il y ait une révolte au nord du Cameroun est élevée. Issa Chiroma Bakary est du nord. Ses partisans du nord montent la garde de son domicile depuis quelques jours déjà. La ville de Garoua, la ville de Issa Chiroma, est militarisée pour empêcher une fronde populaire. Le peuple camerounais mettra-t-il le soldat Chiroma au pouvoir en prenant le chemin de la mobilisation populaire? Y aura-t-il une grande mobilisation coordonnée au Cameroun pour faire tomber le régime de Paul Biya? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je prédis qu'il y aura des protestations spontanées, mais une mobilisation massive et coordonnée dans plusieurs villes à la fois, j'ai du mal à l'imaginer au Cameroun. Pour que les Camerounais réussissent à renverser le régime de Paul Biya, il faudrait faire mieux ou différemment de ce qui a été accompli en 1991 lors des fameuses villes mortes. Année où le régime de Paul Biya était fortement contesté par le peuple camerounais. En 1991, pour forcer le pouvoir de Yaoundé à répondre aux aspirations du peuple, cette province sur 10 avait cessé toute activité économique pendant 8 mois, d'où le nom de ville morte. À cette époque, la société civile, l'opposition, les organisations estudiantines avaient créé un mouvement fort pour faire plier le régime de Paul Biya. Mais les choses n'ont pas tourné en la faveur de l'opposition puisque 43 ans plus tard, Paul Biya est toujours au pouvoir. Le régime de Paul Biya est coriace et les Camerounais devront se montrer plus coriaces, plus déterminés, s'ils veulent voir le changement qu'ils désirent tant. Je vous souhaite un excellent début de semaine et surtout n'oubliez pas qu'ici on pense à l'Afrique, depuis elle-même, depuis ses fils et ses filles à voix haute, même quand ça dérange. À dimanche prochain, citoyens et citoyennes de la République.